Bonjour et bienvenue dans une semaine au Moyen-Orient. Dans cette édition, l'Égypte a désormais un nouveau président, l'islamiste Mohamed Morsi. Quelles conséquences pour les pays alentours? En Syrie, nos équipes ont suivi un groupe rebelle dans les montagnes de Djebel Akrad au nord-ouest du pays. Nous verrons également en Israël. Le pays connaît une vague d'expulsion massive d'immigrés africains clandestins. Les Égyptiens connaissent enfin le nom de leur nouveau président, Mohamed Morsi, le candidat des frères musulmans. Pour la première fois en Égypte, les islamistes accèdent au pouvoir et déjà l'inquiétude gagne ses voisins. Le point sur les conséquences que cette élection pourrait avoir sur la région. Une explosion de joie, le peuple place Tahrir vient d'apprendre la victoire de Mohamed Morsi. Dans une première intervention télévisée, le nouveau président évoque la politique étrangère à l'égard de ses voisins. Nous garderons tous les accords internationaux et tous les traités. Nous diffuserons un message de paix dans le monde. Tous les accords internationaux et tous les traités, en particulier celui de Camp David, le traité de paix avec Israël signé en 1979. Quelques heures avant cette intervention pourtant, dans une interview à une agence de presse iranienne, Mohamed Morsi tenait pourtant un autre discours. La totalité des accords avec Israël, Camp David et les autres traités seront réétudiés dans l'intérêt de l'Égypte et de la Palestine, mais toute décision sera prise en respectant les institutions de notre pays. Mohamed Morsi, dans ce même entretien, promet de renforcer les relations de l'Égypte avec l'Iran, des relations totalement rompues en 1980 après les accords de Camp David. En Israël, le gouvernement ne cède pas à la polémique et préfère dans un premier temps féliciter le nouveau président égyptien. Nous souhaitons continuer la coopération avec le gouvernement égyptien et l'administration égyptienne sur les bases du traité de paix, ce qui est l'intérêt de nos deux pays et qui, au-delà de nos deux peuples, est un bénéfice pour la stabilité de la région. Mais à Jérusalem, la population se méfie. Ténèbres sur l'Égypte, titrait lundi au lendemain de l'annonce des résultats, le quotidien Yediot Aharonot. La proximité des frères musulmans égyptiens avec le Hamas inquiète de nombreux Israéliens. J'espère que cela ne se finira pas avec un conflit. Ça ne sent pas bon du tout pour nous. Mais pour ce spécialiste, l'élection de Mohamed Morsi ne changera pas vraiment la donne géopolitique de la région. Les prérogatives liées à la défense et aux affaires étrangères restent solidement aux mains de l'armée. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, encore une fois, sur le plan militaire, défense, sécurité et affaires étrangères, il est bien évident que Morsi aura des prérogatives très faibles. Très faibles, surtout que l'Égypte est également liée par l'aide en provenance des États-Unis. Plus de 2 milliards de dollars par an, distribués notamment en échange de sa politique pro-occidentale et pacifique à l'égard d'Israël. En Syrie, le Djebel Akrad, région montagneuse du nord-ouest du pays, s'était jusque-là tenu à l'écart de la révolution. Mais la zone est en train de devenir un bastion de l'opposition. Alors que l'armée bombarde quotidiennement les villages sunnites, France 24 a pu suivre une unité de rebelles qui tente de protéger les civils et qui se tient prête en cas d'offensive majeure de l'armée, Asia Chiab et Kadir Demir. Le Djebel Akrad, une région stratégique entre Alep et la région alaouite de Latakia. Cette montagne a été investie par l'armée libre il y a 3 mois. Les hommes d'Abou Rachid arpentent la zone dont ils sont responsables. Plusieurs feux ont été signalés. Cela fait 1 semaine que l'armée régulière incendie les forêts. C'est sa nouvelle stratégie pour chasser les rebelles de la montagne. En chemin, il rencontre Abou Ramadan, un ancien officier de l'armée de Bachar qui a fait défection il y a 6 mois. Après s'être enfui en Turquie, il est venu dans la montagne, comme beaucoup d'autres, pour rejoindre le groupe. En journée, les hélicoptères bombardent le sommet des collines avec des roquettes incendiaires parce qu'ils ont peur que les unités de rebelles ne prennent position sur les sommets. Ils visent cette zone précisément parce que c'est la principale entrée de la montagne par les villages alaouites et l'armée s'appuie sur ces villages pour mener ses attaques. Beaucoup de familles sont parties de la région. La population est terrifiée. Beaucoup de terres ont été brûlées à cause de ces bombardements. Le but de l'armée, c'est de terrifier la population et de mettre la région à découvert pour qu'on ne s'y cache pas.
Pour les villageois qui sont restés, les conditions de vie entre bombardement et isolement sont difficiles. On cuisine avec le bois, on n'a pas de gaz, pas d'électricité. L'eau ne vient que tous les 10 jours, pendant 1 heure. Mon fils pleure pendant qu'il dort et il crie « Explosion, explosion !» Moi je suis malade, je dois aller chez le docteur mais je ne peux pas y aller, faute d'essence à mettre dans les voitures. Dans les mains de cet homme, un missile qui a visé le matin même un garçon en mobilette. Ancien militaire de l'armée de l'air, il reconnaît la roquette de fabrication russe. J'ai travaillé avec ce type d'arme pendant 25 ans. Peut-être que c'est moi-même qui ai installé cette roquette. Et maintenant, il nous cible avec ça. C'est ce qui se passe dans notre pays. Le régime vise son propre peuple. Et cette arme a été payée avec notre argent, nos propres taxes. La présence des rebelles dans la région transforme les civils en cibles. Mais cela n'empêche pas les habitants de soutenir de façon inconditionnelle l'armée libre. Le groupe est de retour dans son camp. Les rebelles sont de mieux en mieux organisés et leurs armes plus nombreuses, souvent neuves. Seules les armes lourdes ne leur parviennent toujours pas. Les arrivages sont réguliers depuis la Turquie, distante de quelques kilomètres seulement. Certaines armes proviennent de l'armée syrienne elle-même, comme ce RPG, mais les rebelles évitent d'évoquer leur provenance. D'où viennent les armes, cela n'est pas important pour nous. On ne sait pas d'où elles viennent. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait ces armes entre nos mains. Ici, l'appel à la prière se fait par radio pour prévenir les autres groupes dispersés et parfois isolés dans la montagne. Avant la révolte, beaucoup de ces hommes ne priaient pas. Aujourd'hui, la religion tient une place importante dans la vie et le combat des rebelles. Avant la confiance, il y a la foi. On croit que Allah est avec nous et qu'il est contre eux, parce que ce sont eux qui sont les criminels et les oppresseurs. Dieu est avec nous, on y croit à 100%. On a des armes simples, mais on peut résister, on peut se battre et les vaincre. Ça fait 1 an qu'on se bat. On a de l'expérience maintenant. Le régime, lui, est lâche. Au sol, il n'arrive à rien faire. Donc, ils utilisent des hélicoptères. Pour résister à la puissance de feu des hélicoptères de Damas et garder le contrôle du Djebel Akrad, il faudra sans doute un peu plus aux rebelles que leur foi. Des Sud-Soudanais, des Ivoiriens, Israël a entamé une grande vague d'expulsion. Des milliers de clandestins africains sont renvoyés dans leur pays par avion, des reconduites à la frontière, alors que le pays a connu récemment une série d'incidents violents liés à l'immigration. Faites vos valises et partez. Voilà ce que le gouvernement israélien a dit aux Sud-Soudanais. Le pays a poursuivi cette semaine ses expulsions d'immigrés africains. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou veut faire baisser le nombre d'immigrés clandestins qu'il qualifie d'infiltrés. Récemment, il y a eu plusieurs manifestations anti-africains. Certaines ont été violentes. Nous faisons face au problème des infiltrés grâce à la construction d'une barrière, à l'accélération des expulsions d'immigrés vers leur pays ou vers un pays tiers, et en rendant l'immigration peu attractive. Israël a bientôt terminé la construction d'une barrière le long de sa frontière avec l'Égypte. Le gouvernement affirme qu'il est le pays développé le plus proche de l'Afrique et qu'il est donc vulnérable face à un afflux de clandestins. Il cible actuellement les 1500 Sud-Soudanais qui vivent en Israël. Les représentants du Soudan du Sud, indépendant depuis l'an dernier, disent accepter cette politique. La situation au pays est bonne et nous encourageons nos concitoyens à y retourner. Il y a de nombreuses opportunités là-bas, surtout pour les personnes qualifiées. Mais certaines ONG israéliennes sont furieuses. Les Sud-Soudanais nous disent que leur pays est dangereux, qu'ils ont peur, qu'ils ne savent pas où aller, que la guerre fait rage et que la situation humanitaire est très grave. Nous avons vu des gens prendre des tentes car ils savent que personne ne les attend. Ils savent qu'ils ont été jetés aux chiens.
Israël expulse les citoyens du Soudan du Sud, mais la plupart des 60 000 Africains entrés illégalement depuis 2005 viennent de 2 autres pays, l'Érythrée et le Soudan. 2 régimes répressifs et donc en théorie, selon les conventions internationales, Israël ne peut expulser leurs ressortissants. Petite révolution pour les Jeux Olympiques de Londres, l'Arabie Saoudite pourrait envoyer pour la première fois une femme participer aux épreuves. Il s'agit d'une cavalière de 20 ans née aux États-Unis et s'entraînant en France. Les Jeux Olympiques, décidément rattrapés par la diplomatie. Le président du comité olympique syrien s'est vu refuser sa demande de visa par Londres. Un refus motivé par les liens du responsable avec le régime de Bachar el-Assad. C'est la fin de ce numéro d'Une semaine au Moyen-Orient. Merci à vous de l'avoir suivi.